Invitée en studio, Sarah Knafo, députée européenne Reconquête. Que je salue. Bonjour Sarah Knafo et merci d'être avec nous dans un Bonjour. climat extrêmement rude en France aujourd'hui sur le plan, j'ai envie de dire, culturel, intellectuel, civilisationnel, et on sent monter, venir des affrontements. Tout à Et fait. certains, j'ai le sentiment, les souhaitent, ces affrontements. Le meurtre dans une mosquée du Gard, on pense une nouvelle fois à la victime, bien sûr, à Boubacar Cissé, à sa famille, mais ce terrible drame agite la classe politique, la récupération, l'instrumentalisation, disons, les mots de l'extrême gauche. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, était l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin. Aujourd'hui, en France, dit-il, un parti a un autre objectif. Il veut fracturer la société française, hystériser, faire du communautarisme. Je vous propose peut-être d'écouter Bruno Retailleau, micro de Sonia Mabrouk ce matin. On voit bien qu'aujourd'hui, en France, un parti qui dispose d'un groupe important à l'Assemblée nationale, ce sont les Insoumis, ont un autre objectif. Ils ne veulent pas l'unité française, l'unité nationale. Ils veulent fracturer la société française. Ils veulent hystériser, violenter le débat public. Ils veulent faire du communautarisme pour essayer de draguer le vote musulman. C'est terrible. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, invité de Sonia Mabrouk, qui a parlé de la société multiculturelle. Je pense qu'une société multiculturelle est une société où les tensions s'attisent parce qu'il n'y a rien de commun. Le commun est un commun qui se réfugie justement dans des alvéoles. Et le modèle républicain, c'est un commun qui dépasse justement les clivages, qui peuvent être, encore une fois, des clivages sociaux, des clivages religieux, des clivages politiques. C'est ce qui est beau dans le modèle républicain français. Bien entendu, à la base, il y a la laïcité. Pour ceux qui ont de la mémoire, et beaucoup de nos auditeurs en ont sans doute, ils entendent Bruno Retailleau, et au moment où je vais vous donner la parole, Sarah Knafo, ils se rappellent qu'Éric Zemmour disait des choses très comparables il y a 10 ans, il y a 15 ans, et qu'il annonçait les difficultés de cette société multiculturelle, multiconfessionnelle, et qu'effectivement ces paroles n'avaient pas l'écho qu'elles ont aujourd'hui. Je crois que les Français découvrent horrifiés que ceux qui l'avaient dit il y a quelques années avaient raison. Éric Zemmour en fait partie, et d'ailleurs une phrase de Bruno Retailleau m'y a fait penser. Éric Zemmour a dit « Une société multiculturelle est malheureusement de plus en plus multiconflictuelle ». Et je crois que c'est ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est qu'en réalité, cette société, nous ne l'avons jamais voulu. J'ai vu que l'extrême gauche nous accusait, vous accusez Pascal Praud, accusez Éric Zemmour, j'ai entendu Fabien Roussel dire que vous aviez tous deux du sang sur les mains, ce qui est une accusation extrêmement grave. Et je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler aux gens qui nous écoutent que cette société-là, nous l'avons toujours combattue. C'est-à-dire qu'une société dans laquelle un immigré d'origine bosnienne au RSA peut croiser la route d'un clandestin malien, malheureusement décédé depuis, ça n'est pas une société dans laquelle nous avons souhaité vivre. Et nous avons d'ailleurs tout fait pour que cette société n'advienne pas en France. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être un grand anthropologue pour comprendre qu'on est en train de créer nous-mêmes les conditions d'une société violente, conflictuelle, parfois même dans des conflits qui ne nous regardent pas, qui n'auraient jamais dû avoir lieu sur le sol de France, qu'on regrette évidemment. Et quand on voit qu'en plus de les subir sur notre sol, je pense notamment à ce qui s'est passé dans cette mosquée, mais on peut aussi penser à tous ces jeunes maghrébins qui parfois trouvent la mort dans des rixes entre clans rivaux pour le trafic de drogue, on se dit mais pourquoi ça arrive chez nous ? Pourquoi est-ce que ce sont des faits qui arrivent en France ? Je ne dis pas du tout que par le passé, il n'y avait aucune violence en France, que les meurtres n'existaient pas. C'est pas ce que je dis, ce serait même stupide. Mais on voit bien qu'on est en train d'ajouter des facteurs de violence année après année, alors qu'il est désormais clair que ce qu'on fait, que notre politique d'immigration, puisque c'est un drame de l'immigration ce qui s'est passé dans le Gard. Un immigré, je l'ai dit, d'origine bosnienne qui assassine un musulman d'origine malienne. Disons que c'est une conséquence. C'est une conséquence, exactement. Donc Bruno Retailleau dit à juste titre qu'on a des partis qui hystérisent cette situation, mais cette situation-là, elle a été créée par tous les prédécesseurs de M. Retailleau. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'en réalité, malgré des discours que je salue de la part du ministre de l'Intérieur, les chiffres de l'immigration ne varient pas. Et c'est ça la véritable cause, la première cause. Alors ensuite, vous avez une classe politique qui s'en empare pour le pire, qui fait de la récupération politique, mais la véritable cause, c'est ces fameuses 500 000 entrées par an, l'équivalent de la ville de Paris qui entre à chaque quinquennat dans notre pays. C'est ça la grande cause, la véritable cause. Ce que je trouve très choquant, c'est qu'on est désormais un parti qui accepte, qui admet qu'il ne prend désormais fait et cause que pour ce qu'ils appellent la Nouvelle France, selon l'expression de Jean-Luc Mélenchon. Et quand je vois à l'Assemblée nationale tous les partis qui acceptent de faire cette minute de silence
pour ce mort dans une mosquée, moi je me dis, tout à fait, tout mort mérite un recueillement, tout mort mérite qu'on pense à lui, à une commémoration, Et etc. toute victime. Toute victime. Mais il y a 1000 homicides par an. Pourquoi est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on choisit toujours ces victimes? Moi, je me Pas souviens... toujours d'ailleurs, parce que Philippine, qui a été tuée il y a quelques mois, une minute de silence avait été respectée également. Et quand on voit qu'il y a eu une minute de silence pour Naël, qu'il y a eu une minute de silence aujourd'hui pour ce monsieur qui s'appelait Aboubacar, mais qu'on se souvient que pour Lola, on nous accusait de tous les maux quand on demandait seulement le recueillement. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait eu une tentative de manifestation devant l'Assemblée nationale et tout le monde avait hurlé en disant que c'était une récupération atroce, en disant qu'il fallait respecter le deuil de la famille. Et quand on entend quelques mois plus tard la mère de Lola qui dit que ça l'a aidé à survivre de voir toutes ces manifestations de soutien, on s'aperçoit à quel point la classe politique en réalité est égoïste, ne pense aux victimes que quand ça sert son propre discours. Et c'est malheureux de voir que pour certaines familles, je pense à la famille d'Elias, je pense à la famille de Jérémy Cohen, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir les honneurs des politiciens. Et quand ils voient aujourd'hui toute l'Assemblée nationale se lever, je peux comprendre qu'ils se disent alors nos enfants ne valent pas ça. C'est ça qui me choque. Sarah Knafo est avec nous. Elle représente évidemment Reconquête. On parle d'instrumentalisation et de récupération. Ça veut aussi dire que toute la population immigrée, toute la population musulmane qui existe en France ne se reconnaît pas, peut-être et sans doute même, dans la France insoumise. Et que la France insoumise instrumentalise cette population pour simplement arriver au grand chaos ou à une possibilité de révolution ou d'insurrection. C'est le but souvent de la France insoumise et ce qu'on imagine en tout cas. Donc la difficulté de ce moment, c'est de savoir si la France insoumise, si ce discours influence aujourd'hui les populations, notamment qui sont dans les quartiers. Que la France insoumise les utilise, je crois que c'est très clair. Et je suis convaincue qu'un jour, ça se retournera contre eux. Je ne sais pas si vous avez vu cette image où on voit Rima Hassan aux côtés de Mathilde Panot. Et Rima Hassan ose dire devant Mathilde Panot, bientôt, le temps du porte-parole sera révolu. Nous prendrons la parole nous-mêmes. Et on voit Mathilde Panot qui fait la grimace parce qu'elle comprend très bien ce que ça veut dire, à savoir on n'aura plus besoin de vous pour nous défendre. Donc je pense qu'un jour ça se retournera contre eux. Pour l'instant, si on prend des chiffres, moi vous savez que j'aime beaucoup les chiffres, on remarque que sur les musulmans qui ont voté lors de la présidentielle de 2022, 54% qui ont voté, 70% d'entre eux ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Ça fait une forte majorité, une majorité écrasante. Je pense que sur ces 70%, sans doute... C'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans. Les Peut-être choses qu'aujourd'hui ont peut-être c'est pire, changé. peut-être moins, peut-être qu'ils ont compris depuis... on peut imaginer quand même qu'il y ait eu une défiance. J'espère. J'espère, je pense qu'on le verra lors des prochains scrutins. Quand on voit ce qui s'est passé en 2024, c'est-à-dire dans les territoires où vous avez le plus d'ascendance extra-européenne des élus de la France insoumise élus au premier tour, je pense qu'au contraire, ils ont plutôt renforcé leurs assises dans ces endroits-là qu'elle n'ait abaissé. Quand on entend Jean-Luc Mélenchon, le calcul cynique est très clair. Quand on lui dit comment vous allez faire pour gagner, il dit j'ai une stratégie, mobiliser les quartiers populaires. C'est très clair. Mais ça ne suffit pas pour gagner. Comme de la chair à canon électorale. Ça ne suffit pas pour gagner une élection présidentielle. Ça suffit peut-être pour être au deuxième tour. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ça lui se dit, ça me fera gagner. Mais il y a aussi une gauche aujourd'hui qui est fracturée. C'est-à-dire que depuis les dernières élections législatives, les choses ont quand même changé. La nouvelle force politique qui s'était mise en place, a priori à gauche, ne se reconstituerait pas. Je pense que Mélenchon... Le PS a pris ses distances. En tout cas, c'est ce que le PS dit. C'est ce que le PS nouveau Front populaire n'existerait plus. Avant chaque élection législative, ils prennent leurs distances. Et puis dès qu'il y a un... Vous pensez par exemple que si demain matin, il y a une élection législative anticipée, évidemment au scrutin majoritaire à 2 tours, vous pensez que le nouveau Front populaire se recompose avec le PS? Je pense que c'est la grande force de la gauche, c'est d'oublier tous les différends qu'ils ont eu par le passé et de se dire face à un nouveau scrutin, on se met tous ensemble. Ils habillent toujours ça d'une lutte contre le fascisme. Il y a l'extrême droite aux portes du pouvoir, donc il faut qu'on se coalise. En réalité, ils font des calculs électoraux très simples. Ils regardent des cartes électorales et ils se disent comment on peut faire pour avoir le maximum de circonscriptions. Mais ils arrivent toujours à trouver la manière de garder la face tout en s'alliant de nouveau. Je reviens juste sur la question des musulmans qui votent en grande majorité pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense quand même qu'il faut s'adresser à eux et qu'il faut leur dire vous êtes en train de faire le jeu d'un candidat qui se joue de vous, qui il y a encore quelques années disait qu'on avait le droit d'être islamophobe.
qu'on avait le droit d'avoir peur des religions, qui attaquait lui-même les femmes voilées en disant que c'était une autostigmatisation. Donc c'est très clair que c'est un calcul cynique et électoraliste de la part de Mélenchon. Je pense qu'il faut dire à ces musulmans qui vivent chez nous et qui ont vocation à continuer de vivre chez nous, soit parce qu'ils ne commettent aucun délit, soit parce qu'ils sont de nationalité française, etc. Je pense qu'il faut leur dire... Et qui sont complètement assimilés et intégrés à la société française. Alors pour cela, je pense qu'il faut leur dire... Vos parents... Et nous les croisons tous les jours. Tout à fait. Nous les croisons tous les jours, nous travaillons avec ces Français. Pour ceux qui sont séduits par le vote de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il faut leur dire, vos parents ou vos grands-parents ont quitté un pays, souvent de l'autre bord de la Méditerranée, souvent le Maghreb, mes grands-parents aussi venaient du Maghreb, ont quitté un pays parce qu'ils ne s'y sentaient plus heureux. Ils y vivaient mal parce que cette société-là, sclérosée, parfois corrompue, dans laquelle ils n'avaient pas l'impression qu'ils pouvaient évoluer ou que leurs enfants pouvaient évoluer, ils ont décidé de la fuir. Et ce qu'il faut leur dire, à mon avis, et c'est ce que je leur dis, et parfois il y a une grande écoute, vous avez raison Pascal de le dire, il faut leur dire ne recréez pas ici les conditions que vos grands-parents ont fui. Ne refaites pas de la France ce que vous-même vous avez voulu, ce à quoi vous avez vous-même voulu échapper. Et je pense que beaucoup le comprennent, et notamment chez les femmes, beaucoup sont à même de le comprendre. Et en votant pour Jean-Luc Mélenchon, en réalité, c'est cette nouvelle France-là qu'il prépare. Alors, on n'a pas écouté ce que disait Bruno Retailleau sur Jean-Luc Mélenchon. C'était ce matin. Il était l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon, d'abord qu'il me désigne nommément que les Insoumis m'attaquent, j'en fais plutôt un titre de gloire, voyez. Pour moi, ce sont des boussoles inversées. C'est-à-dire que quand il montre le Nord, en réalité, c'est l'inverse. Ce qu'il cherche, lui, c'est à ramasser, à picorer quelques voix dans l'électorat musulman. En réalité, ils desservent la cause qu'ils sont censés de servir, puisqu'ils mettent à part, ils souhaitent mettre à part justement cette communauté-là. Et puis, il y avait une conférence de presse hier de la famille de Aboubacar Cissé. Et c'est vrai qu'il y avait des hommes politiques qui étaient présents. Il y avait Monsieur Faure qui était présent. Il y avait Madame Tondelier qui était présente. Madame Tondelier qui n'a plus rien d'écologiste aujourd'hui et qui s'est rapprochée de la France insoumise. Le discours est extrêmement proche aujourd'hui entre les écologistes et la France insoumise. Tout à fait, vous avez entièrement raison. Je pense que la gauche dévie lentement vers le mélenchonisme. Pas toute la gauche, parce qu'il y a une réaction. On va dire qu'il reste Raphaël Glucksmann, il en reste certains. Oui, puis il y a une réaction de Monsieur Faure. Le PS, quand même, a pris ses distances, manifestement. Je vous le dis, moi, je suis convaincu qu'à la prochaine élection, ils reviendront. Et c'est à chaque fois la même chose. Ils veulent se distinguer hors période électorale. Et puis à la fin, ils se disent, finalement, les électeurs mobilisés sont chez Jean-Luc Mélenchon, on va aller avec lui et c'est à chaque fois le même cirque. Donc moi je pense qu'il ne faut rien attendre de cette gauche-là en réalité. C'est une gauche qui à chaque fois se soumet, à chaque fois refait la même chose. Vous avez vu peut-être les images terribles de Jérôme Guedj qui va à la manifestation et qui se fait rejeter. En réalité ils sont toujours en demande et à la fin je pense qu'ils se soumettront toujours. Et ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que Boris Vallaud, qui est son ami et son collègue, était dans cette manifestation place de la République dimanche et que Boris Vallaud, par solidarité, n'est même pas parti avec Jérôme Guedj. Donc là, je ne sais pas si entre les deux, il y a eu une explication de texte après, mais on a vu effectivement Jérôme Guedj. Ouais. Il est sorti, Jérôme Guedj, parce qu'il est juif. Ouais. Je pense que c'est ça. Il le poursuivent, il le traite de sale sioniste, c'est ce qu'a dit Jérôme Guedj. Ce qui souvent est synonyme pour eux. Je reviens sur l'image aux côtés de la famille. Moi, je me souviens que quand nous avons voulu soutenir chez Reconquête, la famille de Lola, après l'horrible meurtre, rappelons une fille de 12 ans découpée en morceaux par une femme d'origine algérienne sous OQTF chez nous, quand nous avons voulu soutenir cette famille, nous avons fait une manifestation place d'Enfer à Paris. Personne n'a voulu nous accompagner. Le Rassemblement national a dit que c'était de la récupération politique, les LR ont dit la même chose, et nous y étions avec beaucoup de jeunes sur cette place. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait même eu un complément d'enquête contre nous pour dire que c'était de la récupération politique. De soutenir la mémoire d'une jeune fille et de sa famille après son meurtre. Et quand on entend la mère de Lola, qui quelques années après revient dessus en disant « heureusement qu'il y a eu ce soutien populaire parce que ça m'a aidé », on se dit vraiment qu'ils sont sans vergogne à chaque fois qu'il y a un mort sous les coups de l'immigration, souvent de personnes qui n'avaient rien à faire sur notre sol, sous OQTF, en situation irrégulière, etc. On nous accuse des mêmes mots. Et là, je ne vois pas du tout le service public au moins dire que l'extrême gauche est en train de faire de la récupération.
Ce qui pourtant est très net. On va marquer une pause et on parlera effectivement de cette immunité médiatique qui existe vis-à-vis de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. C'est quelque chose qui me frappe et frappe beaucoup d'éditorialistes que nous recevons sur cette antenne. Et c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Par exemple, Assa Traoré était hier lors de cette conférence de presse. On l'entendra d'ailleurs, Assa Traoré. Il me semble que le travail journalistique, c'est au moins de souligner qu'elle est présente. Au moins, et de rappeler qui est Assa Traoré et pourquoi elle est présente. Il ne me semble pas avoir entendu cela sur les chaînes concurrentes ou celles du service public. On marque une pause, à tout de suite. Il est 11h34 et on reste encore quelques instants avec Sarah Knafo qui représente Reconquête et qui est avec nous pour un temps de parole toujours limité. Europe 1. Pascal Praud et vous. Je voulais vous faire donc écouter avant cela Assa Traoré lors de cette fameuse conférence de presse. C'était la famille de Aboubacar Cissé. Il y avait l'oncle d'Aboubacar Cissé qui était présent, qui s'appelle Djibril Cissé. C'est un nom homonyme, prénom homonyme de la personnalité du sport que vous connaissez sans doute. Et Assa Traoré était présente, écoutons-la. Quel message vous envoyez? Quel message est-il envoyé aux citoyens français, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Algériens, aux Tunisiens, à toutes ces personnes aujourd'hui qui vivent en France, qui participent à la construction de ces pays? Et ce sentiment de peur qu'il y a, le sentiment de peur, il n'est plus au-delà de la mosquée, il est partout. Quand on marche dans la rue, quand on va dans une mosquée, quand on va dans un centre commercial, quand on est dans une circulation, aujourd'hui ce sentiment de peur, il a été véhiculé. Quel sentiment, en tout cas, on envoie à ces enfants? Quel sentiment on envoie aux enfants de la République? C'est cette question-là auquel il faut répondre. Bon, j'ai envie de dire que l'ensauvagement de la société concerne tous les Français. C'est-à-dire que vous soyez, que vous habitiez Brest ou Paris ou Marseille, quand vous sortez le soir, vous avez peur. Bien souvent, si vous êtes une jeune femme, vous avez peur. On se méfie, ouais. Et cet ensauvagement, on l'a vu dans une école de la République la semaine dernière, il n'est propre aux musulmans, il est propre également aux juifs, bien sûr, qui craignent parce qu'ils sont juifs, et puis pour tout à chacun dans la société française. Vous vouliez en revanche, Sarah Knafo, évoquer le gouvernement et l'aide publique au développement. Pourquoi ? Tout à fait. Pour une fois, on a une bonne nouvelle quand on écoute les informations, c'est que ce matin, le gouvernement a annoncé qu'il allait revenir sur 2 milliards d'euros d'aide publique au développement. Donc rappelons que l'aide publique au développement, c'est 16 milliards d'euros chaque année. 2 milliards, c'est pas grand-chose sur les 16 milliards, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour rappel, il y a déjà quelques mois, j'avais parlé de l'aide publique au développement, en dénonçant le scandale, en dénombrant les multiples projets absurdes, ubuesques, par exemple, qu'on finançait pour des millions d'euros, des modes de cuisson propres au Sahel, ou des projets sur l'égalité des sexes en Irak, enfin plein de projets comme ça, et il y en a vraiment des centaines, quand on regarde sur leur site internet. Et à l'époque, quand j'ai sorti ça, la presse en a beaucoup parlé, ça a fait grand bruit. La presse de gauche m'a accusé de jeter l'opprobre sur des dépenses nécessaires. Et à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, m'avait répondu en disant que finalement l'aide publique au développement, ça rapportait de l'argent, que je disais n'importe quoi, que je mentais, etc. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai sorti un très long rapport que j'invite vos auditeurs à aller voir sur l'aide publique au développement. Et quelques mois plus tard, surprise, ce matin, je lis la presse et je découvre que finalement, le gouvernement est d'accord avec moi et revient sur 2 milliards d'euros de dépenses. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est un premier pas. Je suis très contente de voir que nous ne sommes même pas encore au pouvoir, que nous avons déjà un impact sur la fin des gabegies. J'ai vu que François Bayrou cherchait à faire 40 milliards d'euros d'économies, qu'il les cherchait partout. Alors moi, je peux l'aider, s'il veut, je peux lui donner ça en 5 minutes. Il en a déjà trouvé 2 milliards d'euros grâce au scandale qu'on a dénoncé. Donc j'en suis ravie et enfin une bonne nouvelle. Il est 11h37, on est avec Sarah Knafo, députée Reconquête. Vous avez parlé de la presse de gauche. Vous connaissez une presse de droite ? Est-ce que je connais une presse de droite? Je connais une presse qui décrit le réel avec un peu plus d'honnêteté et moins de partialité que Libération ou l'Humanité. Je pense qu'on peut penser au même titre. Je connais une presse que je lis et que je trouve pour le coup pas d'extrême gauche. Et je pense pas particulièrement à une presse de droite, mais l'Opinion, par exemple, je les crois pas d'extrême gauche. Mais en revanche, ce qui est triste, c'est que la presse que je trouve le plus à gauche, c'est précisément la presse qu'on finance par nos impôts. Alors que ça devrait être la presse de tous. J'attends pas du service public qu'il soit de droite.
J'attends du service public qu'il m'informe avec le plus d'impartialité possible. Mais au-delà de ça, le combat culturel que vous menez, il est en face une société médiatique. Et quand je parle de société médiatique, j'écoutais les Molières l'autre soir, j'entends également les universités, les écrivains, les essayistes, les journalistes, les artistes. Pardonnez-moi, je m'aperçois que globalement et à grands traits, cette société est particulièrement hostile à ce que Tout à vous fait. dites. Toutes les prises de parole dans la société médiatique, les artistes, je le répète, les intellectuels, les journalistes, toute cette société médiatique est très hostile Ouais. à ce que vous dites. Je dirais Donc qu'il y a, vous il y a avez deux en face éléments. de vous un mur pour essayer de passer. Je ne parle pas du peuple, qui est C'est de ce la que j'allais vous population. répondre. C'est ce que j'allais Bon. vous répondre. Moi, je fais confiance dans la lucidité du peuple. Je remarque que le peuple français, malgré tout ce qu'on lui dit, garde une forme de lucidité que je trouve extraordinaire. Je vous donne un exemple parce que ça a beaucoup animé la campagne de 2022. Le terme du grand remplacement. Tous les médias sont presque unanimes pour dire que c'est une théorie du complot, que c'est d'extrême droite, etc. Et pourtant, 70% des Français disent qu'ils ont peur du grand remplacement. Je trouve ça admirable. Voilà un peuple à qui on ment toute la journée, à qui on ment tout le temps et sous toutes les formes, à la télévision, dans les publicités, dans les films, dans tous les journaux, et qui pourtant garde cette fraîcheur d'esprit et cette lucidité. C'est le réel. Il est Exactement, confronté c'est le réel. au réel. Donc moi je me dis qu'on peut tout à fait gagner, j'en suis convaincue qu'on arrivera à gagner bientôt, y compris contre cette presse-là, contre les stars de télé, contre les rappeurs, etc. Je pense que l'élection de Mélanie l'a montré en Italie, l'élection de Trump aussi. Ça, c'est terminé. C'est-à-dire que l'Arcom nous écoute. Ils ont toqué à la rappel à porte. l'ordre. Bon, et pour affiner, bien sûr, que le grand remplacement, ce n'est pas toute la France, bien évidemment, qui est remplacée par une autre population. Mais c'est vrai, et nous le disons régulièrement, que dans certains quartiers, bien sûr, dans des poches de France, il y a une substitution d'une culture de mœurs à d'autres. Ce serait être aveugle que de dire le contraire. Alors après, ce n'est peut-être une solution transitoire. Peut-être que tout le monde va regagner les mœurs et l'identité française, et ce qu'il faut se souhaiter. Peut-être que nous vivons une transition et qu'en 25 ans, tout ça va se fondre et revenir, en tout cas c'est le souhait qu'on peut émettre, revenir à une identité et à une seule communauté, ce que disait très bien Bruno Retailleau ce matin. Il n'y a pas plusieurs communautés dans En tout cas, on la fera tout République. pour retrouver une France paisible et prospère, et je suis sûre qu'on peut y arriver. Je vous remercie, Sarah Knafo. Il est 11h41.